Il est 19 heures. Bienvenue à cette avant-dernière séance du conseil municipal de cette mandature. Et sans plus attendre, donc, je vais procéder à l'appel. Grandchamp-Jacques, présent. Walker James. Présent. Godet Christelle. Présente. Guédon Éric. Présent. Giraud Dominique. Oui. Hénard Machet Pascal. Oui, présent. Lerouille Alexia, pouvoir à Éric Guédon. Barthes Georges. Présent. Degnaud Sylviane, pouvoir à James Walker. Présent. Girardot Marie-Claude, pouvoir à Pascal Hénard Machet. Oui. Tournier Gilles. Présent. Baraté Robert, absent. Grobel Françoise. Présente. De Curninge Philippe. Présent. Grobel Bernadette. Dufour-Nelly. Méné Julien Marc, pouvoir à Dominique Giraud. Commandant Dominique, pouvoir à Françoise Grobel. Colombel Jérémy, pouvoir à Georges Barthes. Il est là, il est arrivé, formidable. Excuse-moi Jérémy, je ne t'avais pas repéré là, voilà, c'est bon. Donc, présent. Raffos Valérie, pouvoir à Christelle Godet. Debout Jonathan, pouvoir à Robert Baratet, qui est absent. Arandel Stéphanie, pouvoir à Bernadette Grobel. Giglet Elisabeth. Claude Sigvald. Perrault Brigitte. Dagan Jean-Marc. Duvent Noël. Et Deschamps Charlotte, pouvoir à Noël Duvent. Le quorum étant atteint, nous pouvons délibérer valablement. Je vous propose de retenir comme secrétaire de séance Françoise Grobel, qui spontanément accepte. Y a-t-il des gens qui votent contre, qui s'abstiennent? Toujours ce magnifique succès. Merci Françoise pour ce poste de secrétaire. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 15 décembre dernier. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal, des commentaires, des interrogations? Pas de commentaires, pas d'interrogations. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. L'état des délégations. Est-ce que cet état des délégations pose des questions éventuelles? Vous avez le temps de le lire. Il n'y a pas d'interrogation? Mais c'est très bien. Oui, je vous félicite. Bon, Eric, pas de sujet. C'est très bien. Merci. Première délibération d'administration générale. La désignation d'un membre de la commission de travaux. Donc, je vous rappelle que Christophe Méchouk, conseiller municipal de la liste publiée en Fion Nouvel Horizon, a transmis sa démission le 20 mai 2025. Donc, à la demande de la dite liste, il convient désormais de le remplacer au sein de la commission travaux. Monsieur Jean-Marc Dagan, conseiller municipal, a présenté sa candidature. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Le conseil municipal est donc invité à décider tout d'abord de ne pas procéder au scrutin secret, comme c'est la règle pour les nominations. Je pense qu'on peut s'abstenir de scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Là, je parle du bulletin secret. Maintenant, désignation de Jean-Marc Dagan, membre de la commission de travaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté, approuvé à l'unanimité. Jean-Marc Dagan devient donc membre de la commission de travaux. Délibération suivante. Convention relative à l'accueil de stagiaires de 4e et de 3e et au stockage de plans entre le Collège Champagne et la commune de Publier. Donc, la commune de Publier a sollicité le Collège Champagne afin d'obtenir la mise à disposition d'un espace de stockage dans les serres pédagogiques de ce dernier pour que les plans utilisés dans le cadre de l'embellissement de la commune puissent être conservés durant la période hivernale. En contrepartie, le Collège de Champagne souhaiterait que ses élèves de 4e et 3e puissent être accueillis en stage au sein des différents services de la commune. Le Collège Champagne et la commune de Publier envisagent de conclure une convention à titre gracieux pour les parties d'une durée initiale de 1 an. À travers cette démarche, nous souhaitons réaffirmer notre engagement en faveur de la découverte du monde professionnel et en particulier des métiers de la fonction publique par les jeunes et de leur accompagnement dans la construction de leurs projets d'orientation. Je vous invite donc à approuver cette convention entre le Collège Champagne et la commune
et à m'autoriser à la signer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, une délibération, je veux dire, de pure forme aussi. C'est un avenant numéro 3 à la Convention d'occupation du domaine public par le SNAC de la plage. Je rappelle que nous avons signé le 6 avril 2021 une convention relative à l'occupation du domaine public et à l'exploitation du SNAC La Cabane. C'est la société SAS Celia qui a vendu l'un des sites qu'elle exploitait situé à Allinges, qui est détenteur de cette convention. Cette vente de son siège à Allinges a entraîné la modification de l'adresse du siège social, qui est désormais situé au 200 rue du Miroir, à Publier. Il s'agit donc pour nous d'approuver l'avenant numéro 3 à la convention d'occupation du domaine public signé entre la commune et la SAS Celia pour l'occupation du SNAC La Cabane et autoriser monsieur le maire à le signer. C'est vraiment une régularisation du siège. Je pense que ça ne soulève pas de questions. Pas de questions particulières. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous avons terminé pour ces premières délibérations purement administratives. Je cède la parole maintenant à James Walker pour les affaires financières, les premières délibérations financières. Bien, bonsoir à ceux que je n'aurais pas encore vus, et celles, bien sûr. Le point 6 vise le versement d'un acompte à l'intention du CCAS afin qu'il puisse fonctionner dans l'attente de vote du budget primitif 2026. C'est quelque chose que nous passons tous les ans. Le montant de cet acompte de subvention serait de 130 000 € d'origine budget principal. Bien entendu, les crédits correspondants seront inscrits dans le budget primitif 2026 du budget principal pour un montant bien sûr au moins égal à cette somme. Ce montant viendra en déduction du versement suivant en fonction du montant que l'on votera dans le budget primitif. Il s'agit donc d'une avance, une simple avance, pour permettre au CCAS de faire face à ses charges salariales notamment. Monsieur le maire. Est-ce que ça soulève des questions? Pas de questions particulières. Je soumets au vote. Qui est contre? Oui. Mets le micro. Il y a un 0 de trop sur le chiffre. On pourrait juste le corriger. Je reconnais bien là mon agent finance qui imagine tout de suite. Non, bah écoutez, merci pour cette coquille, cette correction de coquille qui sera faite, bien entendu. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit, James. Je viens brusquement de comprendre pourquoi le personnel du CCAS faisait la fête dehors. Comme quoi, parfois. Point 7. Attribution d'une garantie d'emprunt à l'Office public de l'habitat de la Haute-Savoie, Haute-Savoie Habitat, pour la réhabilitation de 30 logements, pavillon Grand Pré. Vous avez dû voir le début des travaux en bas. Visiblement, il commence assez vite. Vous savez que le Code général des collectivités territoriales permet à une commune d'accorder à une personne de droit privé ou de droit public une garantie d'emprunt. C'est assez classique. Nous avons un très gros encours de garantie d'emprunt. Nous avons, fin d'année, un peu plus de 42 millions, ce qui est énorme au regard de nos ressources. Donc, si je devais regarder uniquement la base financière, j'aurais tendance à dire il faut éviter. D'ailleurs, depuis cette mandature, le début de cette mandature, vous avez noté qu'on a délivré très peu de garanties d'emprunt. Cependant, on est dans une logique aujourd'hui où, en termes de préservation de nos bons rapports avec l'Office public d'habitat de Haute-Savoie et avec le département, aussi dans une logique de rénovation énergétique qui nous tient tous à cœur, il me semble intéressant de participer à cette opération pour l'avenir de notre commune. Alors, bien entendu, ce ne sera pas à 100%. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes très opposés aux garanties à 100%. Et on le fera la main dans la main avec nos camarades du département à 50% chacun, sachant qu'il s'agit quand même de couvrir un montant de 2 397 000 € en termes de garantie sur 2 lignes.
une première ligne de 405 000 € sur 20 ans, qui est au taux aujourd'hui de 1,25, mais qui en fait est articulé sur le livret A moins 0,45, et une deuxième ligne pour un montant de 1 992 000 €, qui, elle, est sur 25 ans, un peu plus cher, puisque là, on est au livret A plus 0,60, soit aujourd'hui 2,30. Sachant que le livret A de mémoire, il doit être à 1,70 et il va baisser à 1,50 début février. C'est une garantie en bonne et due forme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion, une garantie totale. Mais on serait appelé, si on devait être appelé, pour le montant des annuités uniquement, pas pour le montant du capital total, et à 50% avec le département. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Elisabeth. Oui, comme chaque année, on va se refaire le petit jeu, James. Bien évidemment, vous vous rappelez qu'on était en déficit de logements sociaux et que les 42 millions étaient déjà, il y avait déjà un très gros chiffre et que notre rattrapage d'effets pour ces 25% de logements sociaux était nécessaire, que la commune, je sais qu'on n'a pas le même avis, sur laquelle je peux aussi accepter que tu n'aies pas le même avis, mais il était important pour rattraper ces pourcentages de logements sociaux qu'on soit cautionnaire. Sachant, à chaque fois on se le dit, que Haute-Savoie Habitat, Léman Habitat, Haute-Savoie Habitat, Mont-Blanc Habitat sont quand même des structures qui sont sur le département depuis très longtemps. Et que jusqu'à présent, il faudrait vraiment, ça m'embêterait qu'ils te donnent raison quand même, mais jusqu'à présent, c'est quand même des structures sociales qui sont très solides. Et je ne pense pas que la mairie de Publier aurait à pâtir de ces emprunts. Voilà. Mais il est vrai que la commune s'est portée cautionnaire parce qu'on était très loin. On était à 17% de logements sociaux, il fallait 25. Et donc, on a accéléré la cadence. Voilà. Je ne vais pas créer le paradoxe en disant tout le risque qu'il y a à se porter garant pour la commune, alors que je présente une délibération où on va se porter garant pour une opération. Le seul regret que j'ai pu formuler là-dessus, c'est d'abord le fait que trop souvent on considère que des garanties données, ce n'est rien. Ce n'est pas vrai. Une garantie donnée, c'est une garantie donnée, elle peut être appelée. Ces garanties ont au moins une particularité, c'est que c'est des garanties en paiement et pas sur la somme totale. Donc en fait, on se substitue à ce moment-là vis-à-vis du prêteur à l'emprunteur. Donc c'est quand même supportable. Enfin, si j'ai pu émettre un regret sur le montant qui a pu être délivré en garantie sur les 2 précédents mandats et surtout sur le dernier mandat, c'est qu'on n'ait pas utilisé la capacité d'appeler le département de façon à réduire cette somme. Je préférais aujourd'hui que notre commune soit engagée pour 20 millions d'euros plutôt que pour 42 millions d'euros. Voilà, le débat, pour ceux qui sont nouveaux dans la salle, c'est celui-là avec ma camarade Elisabeth. Et c'est un point de vue différent. Mais je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de la nécessité de rénover énergétiquement ces bâtiments, on peut envisager, sachant que finalement, de le faire, sachant que finalement, en 6 ans, on aura pris un peu moins de, je dirais, sur les engagements pris par Monsieur le maire dans ses discussions avec les sociétés de HLM, quelque chose comme, si ma mémoire est bonne, moins de 2,5 millions. Ce qui est quand même relativement modeste. Tous les autres engagements qui ont été pris en début de mandat étaient des engagements qui étaient déjà pris et que naturellement la commune a honoré. Voilà. Alors pour être tout à fait complet sur cette question-là, aujourd'hui nous sommes à 27,5% de logements sociaux. Donc nous sommes bien au-delà de ce qu'exige la loi, hein, mais on s'y maintient. On s'y maintient parce que d'abord, on veut éviter les à-coups de gestion et puis aussi parce que c'est notre rôle social. Hein, il faut accompagner les gens. Ensuite, pour ce cas de figure ce soir, on a affaire à Haute-Savoie Habitat, qui est quand même la structure, je veux dire, officielle du département en matière de promotion immobilière. Donc on est vraiment avec un partenaire, comme tu l'as dit, Elisabeth, hein, de confiance. Et le dernier point, c'est que, et tu le sais puisqu'on en parle assez souvent, c'est le transfert éventuellement de la prise en charge sociale du logement au niveau de l'intercommunalité.
Hein, donc le débat n'est pas clos, hein, puisqu'on a travaillé sur le PLH, puis le contrat global, hein, territorial. Donc on peut espérer que la caution soit sur tout un territoire plutôt que sur une commune. Je comprends, moi, la préoccupation de James, il l'a exprimé, c'est qu'on a quand même 42 millions aujourd'hui de caution. On est la commune qui a la plus forte caution et de très loin, hein, de toute l'intercommunalité. Donc voilà, c'est juste ces points-là. Donc si il n'y a pas d'autres... Oui, vas-y, Elisabeth. Ajouter, c'est que commune est la publié et j'appuie. Publier la commune qui peut faire travailler 6000 personnes, c'est presque le même nombre d'habitants. Je dis ça parce que j'ai vu que tu avais des petits nouveaux, c'est important. Bonjour à tous. 68% de la population de Haute-Savoie peut être éligible au logement social. Donc, quand on dit logement social, on pourrait plutôt dire logement aidé, parce que le logement social n'est pas forcément que pour des gens qui sont en difficulté sociale. C'est des gens qui travaillent, mais qui peuvent avoir 2000 € par mois. Et donc, voilà, c'est pour dire aussi que les logements qui sont habités ne sont par des gens qui travaillent. Voilà. Oui, et puis évidemment que la demande est nettement plus exponentielle que l'offre, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut demander un logement social à publier de toute la France. Donc, comme on n'est pas une commune qui repousse, qui est répulsive, plutôt attractive, donc effectivement qu'on a plus de demandes que d'autres communes. Voilà, tout ça, c'est des paramètres qu'on a bien en tête. Donc, mais pour ce cas de figure, donc oui, James, vous voulez rajouter ? Alors, juste puisqu'on commence à rentrer dans la technique, je rappelle qu'il y a en France des sociétés dites de caution qui sont tout à fait aptes à prendre ce genre de garantie. Simplement, pour les sociétés HLM, ça va coûter 0,20 ou 0,30 centimes. Et qu'en fait, c'est plutôt les sociétés HLM qui essaient de faire que quelques économies sur leurs opérations financières qu'autre chose. Donc, rien, absolument rien, contrairement à tout ce que nous disent les sociétés de HLM, y compris le département d'ailleurs, n'oblige une commune à se porter garant. Là, pour cette opération-là, compte tenu de sa nature, compte tenu de son montant relativement modéré par rapport au total de notre encours, je pense qu'on peut envisager de voter dans conséquence. Très bien. S'il n'y a pas d'autres interventions ou questions sur ce sujet, je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Passons maintenant aux ressources humaines avec 3 délibérations concernant les personnels de la fonction publique territoriale. La première, c'est évidemment relative au régime indemnitaire, hein, tenant compte des fonctions, suggestions, expertise et engagement professionnel. Le RIFSEP, si vous ne savez pas ce que c'était le RIFSEP, ça veut dire tout ça. Donc le RIFSEP, c'est le dispositif de rémunération des fonctionnaires territoriaux. Notre RIFSEP a été signé par délibération le 19 décembre 2016. Donc la collectivité a institué ce régime indemnitaire, ce qui est une obligation, hein, donc on n'avait pas le choix. Ce RIFSEP comprend 2 volets distincts. D'abord, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, l'IFSE, visant à valoriser les fonctions exercées par les agents, et le complément indemnitaire annuel, dont il est question ce soir, le CIA. Donc, l'IFSE a été revalorisé par notre municipalité il y a maintenant 2 ans, 3 ans, un an et demi. Donc, 1 an et demi, on a fait un gros effort sur l'IFSE. C'était aussi la reconnaissance du travail des agents, hein, ce qui est important. Et aujourd'hui, on passe au 2e volet du RIFSEP, c'est-à-dire le CIA, qui n'est pas un service secret, mais qui est bien une contribution financière au profit de nos agents. Cette contribution, elle est destinée à reconnaître l'engagement professionnel, la manière de servir et la contribution des agents au fonctionnement et aux résultats du service. Moi, j'y attache une grande importance, parce que c'est la reconnaissance du mérite. Et il faut à tout prix qu'on distingue le mérite. On est malheureusement dans un pays qui a perdu la notion du mérite. C'est curieux, maintenant, plus personne ne se préoccupe du mérite. Il est temps d'y revenir si on veut retrouver de la performance et de la crédibilité. Donc si le versement du CIA demeure facultatif, hein, ce n'était pas une obligation absolue, néanmoins son intégration dans le dispositif indemnitaire est nécessaire pour sécuriser juridiquement le régime en vigueur,
et se conformer au cadre réglementaire applicable à la fonction publique territoriale. Les autres collectivités voisines sont dans la même démarche que nous. Dans cette perspective, donc, la commune a engagé un travail approfondi de réflexion, de concertation, visant à définir les modalités d'attribution du CIA à la fois équitables, objectives, adaptées à ses spécificités. C'est donc un long travail d'échange qui a été conduit sous l'autorité de la DGS avec tous les services. On voulait vraiment que les agents soient eux-mêmes les acteurs de la définition de cette nouvelle modalité d'attribution de primes de performance. Donc on a eu pas mal d'échanges avec les représentants du personnel au sein du comité social territorial, ainsi que des réunions qui ont associé les chefs de service, les différents niveaux d'encadrement de la commune, ainsi qu'un groupe de travail dédié avec des agents de tous métiers et services, afin de procéder à l'analyse des pratiques existantes, à la refonte de la grille d'évaluation de l'entretien professionnel annuel et à l'identification de critères partagés permettant d'apprécier l'engagement professionnel. Donc, on ne mesure peut-être pas là en ce moment, mais c'est un travail considérable. Et c'est aussi une autre façon d'appréhender le fonctionnement de la fonction publique territoriale et la relation en particulier des élus avec les agents communaux. Donc, c'est aussi quand on parle de la réévaluation de l'évaluation annuelle. Donc là aussi, j'ai demandé à notre service RH de faire un gros travail. Franchement, on avait des grilles d'évaluation des personnels qui ne voulaient rien dire. Donc 8 pages avec des croix partout, et à la fin, on n'est pas plus renseigné. Donc ce que je voulais, moi, c'était, je vois que certains sourient, mais on mettait plus de pages à évaluer un agent catégorie C de la commune publiée qu'un général de gendarmerie. Donc c'est peut-être un peu excessif. Du coup, on est parti sur un système beaucoup plus compact, mais qui prend bien en compte les spécificités de chacun, et puis surtout qui prend en compte les niveaux de responsabilité. Vous savez qu'il y a 3 catégories, A, B, C, donc on n'évalue pas de la même façon les agents selon leur catégorie et leur responsabilité, c'est une évidence. Mais on voulait vraiment que ça soit formalisé. Et puis pour moi, il y a un point essentiel. Vous savez qu'on est attaché depuis le début de la mandature aussi à vraiment responsabiliser les chefs de service. C'est pour ça qu'ils participent activement à la construction du budget. La semaine prochaine, lundi, mardi prochain, ils passent tous en grand jury devant nous pour venir défendre leur budget. Eh bien, il en va de même pour la gestion du travail au quotidien. C'est-à-dire que le chef d'équipe le plus élémentaire, le premier niveau, doit avoir le courage d'évaluer ses agents et de le dire, de ne pas laisser le soin au maire de dire les mauvaises nouvelles. Donc tout le monde doit prendre sa part de responsabilité, fixer les objectifs, expliquer aux agents si les objectifs ne sont pas atteints, comprendre pourquoi ils ne sont pas atteints, et donner à l'agent le moyen de les atteindre. On ne peut pas après évaluer des agents si on ne leur a pas donné les formations, si on ne leur a pas dit voilà le point que vous allez avoir à améliorer cette année, leur dire clairement, on doit être vraiment clair et précis. C'est une question d'honnêteté. Et puis, pour moi, pour les chefs de service, ce qui est important, c'est la notion de courage intellectuel. Donc, j'évaluerai moi aussi beaucoup les chefs de service sur leur courage intellectuel. Voilà. Et je reprendrai une maxime de Jacques Chirac, un chef, c'est fait pour cheffer. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette démarche collective, donc, elle a permis d'aboutir à une grille d'évaluation harmonisée, commune à l'ensemble des services. Elle intègre les critères servant à l'appréciation du complément indemnitaire annuel, tout en garantissant les principes d'égalité de traitement, de transparence, de lisibilité du dispositif pour les agents comme pour l'encadrement. Le comité social territorial s'est donc réuni le 6 janvier 2026 et a émis un avis favorable à la fois donc à la grille déterminant l'attribution de CUA, mais aussi à la nouvelle grille d'évaluation des personnels. Donc par cette délibération, je vous propose de valider la modification de cette modification afin d'intégrer le CIA au régime indemnitaire de la collectivité, d'en fixer les principes d'attribution, de permettre sa mise en œuvre dans un cadre sécurisé et concerté. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur ces points? Oui, Claude? petite question. Ce plafond, il correspond à un pourcentage par rapport en fait à un salaire. Et est-ce que ce pourcentage, est-ce qu'il est le même pour chaque catégorie ou pas?
Alors après, on pourrait détailler, parce qu'il y a une grille qui a été établie, et surtout qui a été validée en comité social territorial. On a distingué, encore une fois, on ne va pas demander à un agent d'exécution les mêmes compétences qu'à un chef de service. Donc on lui demande de bien accomplir ses missions, c'est ça. Un chef de service, on va lui demander plus. On va lui demander d'être capable de manager, sa capacité de manager une équipe, son courage intellectuel, je l'ai dit, la clarté de ses directives, comment il est compris de ses subordonnés. Et puis après, plus on monte en gamme, plus on accroît les responsabilités, bien sûr. Et les plafonds sont évidemment adaptés aux responsabilités. Je n'ai pas tout en tête. On a un plafond de base de combien maximum, Madame Le Caloc? Alors, le tableau est dans la Oui. projet de délibération. Oui. Vous avez un maximum de plafond à 1 740 € qui correspond à la Direction générale des services. Et pour un agent d'exécution donc, qui est dans la catégorie C3, et le plafond est à 500 €. Non, la question n'était pas celle-là, en fait. Je comprends bien qu'en fait, on n'est pas la même somme attribuée en fonction du différent groupe. Par contre, je me suis demandé, est-ce que, en fait, pour arriver à ces 1740 ou arriver aux 600, est-ce qu'on était parti sur le même pourcentage sur le salaire de base? Non. Est-ce que, en fait, c'était un pourcentage qui était évolutif, de la même façon que le plafond? Oui. Alors, vous avez dans le tableau, si vous regardez, vous avez le plafond annuel IFSE. Ce plafond, la première colonne. Ce plafond-là est le plafond des agents de l'État. C'est un plafond que les collectivités territoriales ne peuvent pas dépasser. Donc on a pris le parti pour l'IFSE de reprendre les plafonds de l'État. Pour le CIA, les plafonds de l'État étant tellement élevés que pour ne pas donner aux agents de faux espoirs, on va dire, sur des montants qui étaient très largement très conséquents, on a préféré jouer la transparence et appliquer des plafonds qui sont plus proches de la réalité de ce que la commune a l'ambition de verser in fine, puisque on a donc 150 agents, on a une enveloppe aussi budgétaire à respecter et qui sera revotée chaque année pour l'attribution de ce CIA. Est-ce que ça répond à ta question? C'est bon? D'accord. Alors vraiment, oui, je rejoins cet argument. C'est pas la peine d'aller expliquer aux agents qu'ils peuvent avoir 8 000 € alors qu'en fait, on sait qu'on ne dépassera pas 1 500 €. Autant être franc et honnête dès le départ, bien sûr. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires sur cette délibération qui est importante pour nos personnels, mais importante aussi pour le budget de la commune? Mais elle est indispensable aussi pour la cohésion de notre structure communale. Moi, je trouve que c'est une démarche qui arrive en finale maintenant, et qui est, encore une fois, je vous rappelle qu'on est en concurrence pour nos personnels avec toutes les autres collectivités voisines. Donc, il faut qu'on soit aussi, je vais dire, compétitif financièrement. Voilà. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Deuxième délibération pour les ressources humaines. La procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance des risques statutaires. Donc 2027 à 2030. Donc, le Code général de la fonction publique relative aux obligations des collectivités et établissements publics en matière de couverture de risques statutaires de leurs agents précise qu'il est possible de déléguer au centre de gestion, donc il y a un centre de gestion par département, donc le CDG 74, la passation d'un contrat d'assurance groupe couvrant l'ensemble de ces risques. Notre CDG propose depuis 1991 de tels contrats groupes pour les collectivités, établissements affiliés. Le contrat actuellement en cours arrive à échéance le 31 décembre 2026. Le centre de gestion 74 a décidé de lancer une nouvelle consultation afin de proposer un nouveau contrat groupe à compter du 1er janvier 2027.
Compte tenu de la complexité et de la technicité de la mise en concurrence de ce type de contrat, il est proposé de déléguer au centre de gestion la conduite de la procédure, la négociation des conditions du futur contrat groupe pour le compte de la collectivité, sans engagement de souscription à ce stade. Je vous invite donc à approuver cette démarche en mandatant le centre de gestion 74 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire pour le groupe contrat risque statutaire sans engagement de souscription à ce stade. Est-ce que ça soulève des questions ou des remarques? Non. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Toujours dans le même esprit, cette fois, ralliement à la procédure de renégociation des conventions de participation prévoyance de 2027 à 2032. La commune n'adhère pas jusqu'à présent au contrat groupe prévoyance et mutuelle santé du centre de gestion 74. On avait privilégié des dispositifs individuels labellisés jusqu'à présent. Le contrat groupe existant pour la prévoyance arrive à échéance, lui aussi, le 31 décembre 2026. Le centre de gestion 114 propose aux collectivités de se rallier à sa consultation pour évaluer les modalités et conditions du futur contrat prévoyance en vue d'une éventuelle adhésion à compter du 1er janvier 2027, sans engagement immédiat. Cette démarche permettra également de recueillir l'avis des agents avant toute décision d'adhésion. Je vous invite à approuver cette démarche en mandatant le centre de gestion 114 pour mener pour son compte la procédure de mise en concurrence nécessaire pour les conventions de participation prévoyance sans engagement de souscription à ce stade. On est un peu dans la même démarche que la délibération précédente. Est-ce que ça soulève des questions ou des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Une petite pause pour moi. Je donne la parole à Éric Guédon sur l'urbanisme et les travaux. Merci, monsieur le maire. Donc, c'est la convention de droit d'usage dans le cadre de la construction de réseaux de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie. Donc, le CIAN déploie un réseau de fibre optique très haut débit et souhaite une convention avec la commune pour utiliser la parcelle AH0464. Cette convention encadre les conditions techniques, administratives et financières permettant d'implanter, exploiter et entretenir l'infrastructure en utilisant supports et fourreaux existants ou un déploiement en façade. Elle autorise le CIAN à réaliser les travaux nécessaires, accrochage sur support aérien, surplomb, passage en canalisation souterraine, installation de socles et coffrets. Un droit d'usage conforme au Code civil permet au CIAN de créer un réseau sur la parcelle, d'y accéder en tout temps et d'y effectuer tous travaux nécessaires. Le CIAN doit respecter la convention, accomplir les formalités préalables, exécuter les travaux selon les règles, remettre en état la parcelle après intervention et assumer les dommages matériels causés. La convention est gratuite, sans indemnité et reste valable tant que la parcelle est utilisée par le CIAN. Monsieur le maire. Questions ou observations? Oui, Jean-Marc. Oui, les travaux qui ont déjà été réalisés pour la fibre optique n'étaient pas corrects et tout. Est-ce que le CIAN va reprendre tous ces travaux qui ont eu des problèmes parce qu'il y a beaucoup de nouvelles habitations, des habitations qui veulent se connecter au réseau de la fibre optique et qui n'y arrivent pas parce que justement il y a des problèmes entre les caissons souterrains et tout ça. Tout à fait. Alors là déjà c'est avenue de la Rive. Hein. Le projet c'est vers l'agence immobilière où là ils vont améliorer le réseau. Bien sûr dans le déploiement du CIAN sur leur site internet et vous pouvez voir tout le déploiement, c'est sur plusieurs phases. Aussi il faut savoir que la commune de Pubillier, il y a une phase qui est avec la commune de Marin. Tout ce qui concerne la vue de Savoie, Avonay, Moran. Il y a aussi des zones où il y a encore des problèmes, comme Mézerier, par exemple, et toutes les constructions neuves. Aujourd'hui, par exemple, quand une maison se construit neuve, elle n'est pas tout de suite reliée à la fibre optique. Et c'est là la problématique qu'il y a avec le CIAN. Aujourd'hui, une maison neuve qui se construit, il faut peut-être attendre 2 ans pour qu'elle soit reliée à la fibre. Donc la seule solution qu'elle a aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de réseau en cuivre, qui n'existe plus. Donc, c'est Starlink ou la 5G.
la problématique, on l'a. Le CIAN est au courant. Ils ont des très, très gros problèmes avec les sous-traitants, le CIAN, parce qu'ils ont beaucoup sous-traité aujourd'hui avec des entreprises qui intervenaient sur le réseau public sans notre accord aussi. Donc, on a des problèmes de sécurité sur les chantiers. Donc, voilà, le CIAN est au courant de ce problème et ça prend très long terme. Le gros problème aussi qu'il y a eu, c'est les surcoûts financiers avec le Covid et la guerre en Ukraine pour la mise en place du tout de réseau, parce que c'est toute la Haute-Savoie qui est concernée avec la fibre optique. Et ça a engendré, si ma mémoire, presque 200 millions de plus de plus-value sur toute la Haute-Savoie. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il y a du retard sur le déploiement de la fibre. Et oui, qui n'est pas formé, c'est souvent des sous-traitants en fait. Et aussi, alors, le pire des cas, on a eu beaucoup en Haute-Savoie où des maires ont manifesté. C'est qu'ils ouvrent les armoires et ils débranchent le voisin pour embrancher un autre. Alors là, voilà. On a aussi des armoires surpubliées encore ouvertes, par exemple au Genevry, et j'en passe. On a la rue du Chablais où c'est ouvert à tout le monde. Avec monsieur le maire, on est passé là-bas. Et c'est scandaleux parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut rentrer dans une armoire et débrancher toute la commune, quoi. Alors c'est extraordinaire parce qu'on va voir le G7, on nous parle de sécurité, et n'importe qui peut rentrer dans un local de la fibre et tout couper. Je trouve ça génial. La parole est à Brigitte. Je crois que tu voulais prendre la parole, Brigitte. Oui, en fait, moi je voudrais savoir si, puisqu'on a pris beaucoup de retard, j'ose espérer qu'en 2028, ça sera terminé quand même, parce que ça fait quand même plus de 10 ans qu'on est là-dessus. Et en 10 ans, ça devait être clôturé et ça ne l'est pas. Alors, est-ce que le G7 va nous aider? Je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas. Non, je rêve, bien sûr, mais j'ai le droit. Mais voilà, quoi, j'aimerais bien qu'en 2028, c'est vrai ce que vous dites, il y a des gens, des personnes âgées, ça fait 2 mois qu'elles n'ont pas Internet, elles ne savent pas se débrouiller et c'est inadmissible, quoi. Ouais. Voilà. Le drame, c'est que pour aller plus vite, on n'enterre plus. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on avait retiré, nous, les câbles d'éclairage, comme Enedis, pour un certain temps, avant d'enlever les poteaux. On revient le week-end suivant, il y a 6 câbles qui sont apparus sur les poteaux. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Les gens ils sont partis, ils sont partis en Bretagne, je ne sais pas où. Les sous-traitants ne sont plus là, donc c'est la faute à personne. Ouais, on a eu le cas de Mézorier. Ouais. C'est le cas. Ouais. On a tout enfoui Mézorier. C'était un énorme budget pour la commune. Et quand on va enlever les poteaux au béton, on a de la fibre qui s'est mise. Pour juste trouver quel opérateur a mis, quelle maison est reliée, parce qu'on ne peut pas débrancher une maison, c'est impossible la sécurité. On a mis 2 ans à enlever ces câbles sur Mézorier qui sont mis complètement sans notre accord. Et c'est scandaleux. On a la rue de la Plaine, aussi de la fibre qui bloque les Molocs. Voilà, c'est une catastrophe aujourd'hui. Mais dans toutes les réunions du CIAN, on essaye de... Voilà, il n'y a pas que publié, malheureusement. Ouais. Bien. S'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je vais soumettre au vote ce projet de convention avec le CIAN. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Pour la délibération suivante, exceptionnellement, je vais déposséder l'adjoint à l'urbanisme pour traiter moi-même la révision du PLU, parce que c'est quand même un enjeu considérable pour une commune que de réviser un PLU, un plan local d'urbanisme. Donc je rappelle que la dernière révision du plan local d'urbanisme date du 30 janvier 2017. Depuis lors, la commune a bénéficié d'une dynamique territoriale très forte. Elle a connu des mutations urbaines, démographiques importantes. Par ailleurs, elle a rattrapé son retard en matière de logements sociaux, on l'évoquait tout à l'heure. Elle n'est plus en état de carence. Après plus de 5 ans d'application du PLU, il est apparu que la portée réglementaire du document n'était plus adaptée au contexte territorial, aux enjeux portés par les nouvelles dispositions en vigueur, notamment en matière de densification, d'environnement et de mobilité. En outre, certains projets structurants pour la ville nécessitaient des ajustements du document. De plus, il convenait de rendre ce PLU compatible avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale du Chablais, qui lui-même a été révisé en 2020, mais aussi avec les orientations d'autres documents supracommunaux, notamment le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. Je rappelle qu'un PLU aujourd'hui, c'est un empilement de plans. Je ne sais plus combien on les avait dénombrés. On n'est pas loin d'une dizaine de plans dans le plan.
Donc c'est plan-plan. Hein. Et c'est un peu le parcours du combattant aujourd'hui pour réaliser un PLU. Et on s'aperçoit que finalement, le maire n'a plus de marge d'initiative. Donc évidemment que c'est un travail de bénédictin. Pour répondre à ces différents enjeux, une procédure de révision a été engagée fin 2022. Donc vous voyez que ça fait 3 ans complets, avec pour objectifs principaux de renforcer la préservation des paysages caractéristiques de la commune et mettre davantage l'accent sur la qualité, voire l'ambition environnementale, l'intégration paysagère de l'urbanisation, la protection des cônes de vue, les perspectives éléments d'intérêt architectural et paysager. Il s'agissait aussi pour nous d'assurer une urbanisation cohérente et qualitative de la commune, en identifiant précisément les secteurs susceptibles d'être densifiés, afin notamment de pouvoir davantage préserver les zones pavillonnaires existantes. Dans la pratique, on s'aperçoit que les secteurs susceptibles d'être densifiés nous sont quasiment imposés. Quand on joue la loi ZAN, la loi littorale, il ne reste pratiquement plus de marge d'initiative. Donc aujourd'hui, un maire n'a pas le choix, il doit se soumettre à la réglementation. Il s'agissait aussi de dimensionner le potentiel de logement en cohérence avec l'organisation urbaine souhaitée, la préservation de l'identité de la commune et la capacité des voies et équipements publics. Nous sommes une commune attractive. C'est une commune aussi qui a su préserver son environnement. Il faut saluer le travail de nos prédécesseurs. On est une des communes les mieux préservées du littoral lémanique. Donc ça, c'est à mettre aussi à l'actif de tous ceux qui ont assumé les responsabilités de la commune. Il s'agissait aussi pour nous d'instaurer des OAP, des orientations d'aménagement et de programmation dans certains secteurs stratégiques. Bon, là, vous les devinez aisément, il y a évidemment le chef-lieu, il y a la plaine d'Amphion, le projet portuaire, et puis nos entrées de ville, en particulier sur le secteur d'Amphion, avec ce que je qualifie des 2 belles pustules qui caractérisent malheureusement ces 2 entrées de communes, et sur lesquelles nous avons évidemment un gros travail à faire pour y encadrer évidemment l'urbanisation, assurer l'intégration de nouvelles constructions au sein du bâti existant, accompagner l'élaboration de projets structurants, le document actuel ne comportant que 3 OAP. Avec la loi littorale, je peux vous dire que là aussi, c'est du sport pour essayer de déterminer dans ces secteurs d'urbanisation jusqu'où on peut aller en matière de bâti. Il s'agissait aussi de mettre le document en compatibilité avec le SCOT du Chablais, je l'ai indiqué, qui lui-même a été révisé en 2020, et le PCAET. Donc nous devons nous adapter nos documents, aux documents supracommunaux, en prenant notamment en compte les préconisations du SCOT, bien sûr, en matière de densification et de renouvellement urbain. Quand on parle de préconisation du SCOT, ce n'est pas une préconisation, c'est on vous dit vous avez droit à 15 hectares et pas un de plus. Et puis en plus, pour que notre bonheur soit complet, l'estimation des hectares par le SCOT n'est pas exactement la même estimation que par la préfecture. Donc ça aide pour trouver une solution. Il s'agissait enfin de favoriser le développement des déplacements doux, notamment piétonniers et cyclables, afin de chercher à assurer une continuité piéton-cycle sécurisée entre les différents hameaux de la commune. Et enfin, il fallait pour nous renforcer la politique menée en faveur du tissu économique, qu'il s'agisse des entreprises, des commerces ou des services de proximité. C'est peu de dire que l'aménagement de l'entrée de commune d'Amphion dans le secteur de la zone d'activité économique est un sujet essentiel et majeur qui dépasse de bien loin le cadre de la commune. Et il faudra peut-être des années, j'espère pas des décennies, pour qu'on devienne enfin raisonnable dans ce Chablais et qu'on soit capable d'avoir un projet global de gestion des mobilités. Alors, conformément aux obligations légales en la matière, l'ensemble du public, les habitants, les associations locales ont été associés à cette procédure et ont été en état de mesure de prendre connaissance du projet et d'exprimer leurs opinions, leurs avis. La concertation s'est effectuée selon les modalités suivantes. D'abord, des études et le projet de PLU, complété au fur et à mesure de l'avancement de la procédure, ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de la procédure, donc pendant près de 3 ans. Le public a pu en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie, faire connaître ses observations en les consignant dans le registre ouvert à cet effet. La procédure a fait l'objet d'informations régulières dans le bulletin municipal sur le site internet de la commune.
2 réunions publiques ont été organisées en janvier 2024 et en avril 2025. Le projet de révision du PLU a été transmis pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la célèbre CDPNAF, et aux personnes publiques associées. Donc en priorité, la DDT, la Direction des territoires, départementale des territoires, dont je veux saluer vraiment le travail, on peut le dire, hein, Georges, exceptionnel à nos côtés. Je veux vraiment remercier et exprimer toute ma gratitude à Virginie Buisson, qui nous a accompagnés pendant 3 ans et qui a donné un très bel exemple de collaboration intelligente, État, collectivité locale. Elle nous a vraiment beaucoup conseillé et en bien. Et elle a recherché des solutions plutôt que de nous opposer des règlements inapplicables. Donc, encore une fois, je la remercie, tout comme je remercie chaleureusement notre service de l'urbanisme, Yves Taffin, qui a fait un super boulot aussi, tout son service, et Georges, l'adjoint à l'urbanisme. Donc, après avoir été communiqué, comme je l'indiquais, à CDPNAF, DDT et SIAC, et chambres consulaires, et, il a été porté à l'enquête publique donc, du 15 septembre au 17 octobre inclus. Les personnes publiques associées ont toutes rendu un avis favorable au projet du PLU. La très grande majorité des remarques ou observations émises ont été prises en compte dans nos réponses aux commissaires enquêteurs. À l'inverse, peu de doléances ont été formulées par les administrés lors de l'enquête publique, car pour ça, beaucoup étaient rarement compatibles avec les obligations légales ou réglementaires à respecter. Pour la très grande majorité d'entre elles, il s'agissait de demandes de reclassement de terrain en zone constructible. Évidemment, c'est un grand classique en période de révision du PLU. Le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable au projet de révision du PLU dans son rapport et ses conclusions motivées, assorties d'une seule recommandation, en l'occurrence, être en capacité de justifier individuellement d'éventuels maintiens en zone agricole de parcelles situées dans le périmètre urbain. Voilà ce long travail de révision du PLU aujourd'hui achevé. Nous sommes vraiment à la dernière phase, la phase finale de ce PLU, avec le vote que je vous soumettrai là tout de suite pour approuver ce nouveau plan local d'urbanisme. Mais avant cela, évidemment, on va pouvoir échanger et éventuellement répondre à vos questions s'il y en a encore. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Pas de questions, pas de commentaires. Bien, je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Notre PLU, nouveau PLU est approuvé à l'unanimité. Bravo au service. Merci encore de tout cœur. Passons maintenant à l'instauration du droit de préemption urbain. Et là, du coup, je redonne la parole à Georges. Vas-y, Georges. Bah oui, j'ai failli être frustré. Donc, on a un grand principe, c'est que quand c'est bon, c'est le maire, et quand c'est pas facile, c'est l'adjoint. Donc, je vais vous reparler du droit de préemption urbain. Le droit de préemption urbain est une procédure qui permet à la commune d'acquérir, dans certaines zones préalablement définies, un bien immobilier mis en vente par une personne privée ou morale en se substituant à l'acquéreur initial, dans le but de réaliser des opérations d'aménagement urbain répondant à un ou plusieurs objectifs d'intérêt général. C'est donc un des outils majeurs de la politique foncière d'une collectivité, notre commune, en ce qu'il permet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien ou l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti et non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser les sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. Par ailleurs, ce droit de préemption, permet à la commune d'avoir une bonne connaissance du marché immobilier sur son territoire. Il existe donc deux sortes de droits de préemption. Le droit de préemption simple,
qui, s'il est créé sans précision particulière, n'est pas applicable aux opérations suivantes. Aliénation d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage professionnel ou à usage d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires, soit par un ou plusieurs locaux accessoires d'un tel local compris dans un bâtiment effectivement soumis à la date du projet d'aliénation au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis 10 années au moins dans le cadre où la mise en copropriété ne résulte pas d'un tel partage. La date de publication du règlement de copropriété au fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai. À la cession de parts ou d'actions de sociétés visées au titre 2 et 3 de la loi 71-579 du 16 juillet 71 et donnant vocation à l'attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local mixte et des locaux qui lui sont accessoires. C'est pénible, hein, cette lecture administrative. Aliénation. Mais moi, j'ai rien compris. Hein. Je recommence. À l'aliénation d'un immeuble bâti pendant une période de 4 ans à compter de son achèvement. Ça, c'était le droit de préemption simple. Et nous arrivons au droit de préemption renforcé. Ce droit est applicable aux opérations mentionnées ci-dessus sur toute ou partie des zones d'application du droit de préemption urbain. La commune a instauré le droit de préemption urbain simple en 2001, puis le 30 janvier 2017, en parallèle à la dernière révision du plan de l'organe local d'urbanisme, sur l'ensemble des zones urbaines à urbaniser du PLU de l'époque. Dans le cadre de l'approbation du nouveau PLU, il est donc nécessaire de réinstaurer ce droit de préemption, car le périmètre des zones U et AU a légèrement été modifié. À cette occasion, il est proposé donc de mettre en place le droit de préemption renforcé sur toute la commune. Cela permettra en effet d'être informé de toutes les mutations immobilières, quelles qu'elles soient, et ainsi de disposer d'un outil essentiel en vue de traduire les objectifs du PLU. Donc la commune peut trouver des opportunités, le cas échéant. Monsieur le maire. Bien. Est-ce que ça soulève des questions ou des commentaires ? Non, pas spécialement. Moi, je voudrais simplement dire que ça complète aussi notre révision du PLU, c'est-à-dire qu'on se donne le moyen de mieux contrôler quand même ce qui se passe, parce qu'on est quand même dans une commune attractive au plan immobilier, hein, avec quand même pas mal de spéculation immobilière, avec des offres auxquelles les mêmes citoyens qui à l'époque disaient non au béton, n'hésitent pas à vendre sans scrupule aux plus offrants, et les offres sont souvent très élevées, et ce qui fait que la commune n'avait pas son mot à dire sur certaines ventes faites à son insu, et qu'on veut pouvoir désormais avoir le droit, nous, de s'opposer, et de façon en particulier à accompagner nos zones de densification et en garder la maîtrise. Parce qu'autrement, si on n'a pas cet outil, on sera encore soumis à la spéculation immobilière. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on accueille des nouveaux résidents, puisqu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie de venir vivre à Publier. Mais il faut qu'on ait, avec ce droit de préemption, la possibilité de garder la main quand même sur ce développement et de l'encadrer. Voilà. Oui, le droit de préemption, il faut qu'il y ait un intérêt public. Bien sûr. Si je me permets de dire ça, parce que je me doute bien que tu sais la loi, oui. Mais certaines fois, il va y avoir certaines choses qui vont être construites sur Publier où malheureusement, vous n'aurez pas la main. Oui. Et donc voilà. Oui. Et oui. Le droit de préemption est intéressant pour les communes. Malheureusement, on ne peut pas toujours l'appliquer. Voilà. À nous de trouver le maximum d'intérêt public pour pouvoir utiliser ce droit de préemption. Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou questions, je soumets au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons à la dernière délibération. C'est une délibération d'intérêt, on va dire, national. C'est une motion de soutien pour la liberté locale
et les moyens d'agir des communes. Bon, c'est peu de dire que les collectivités locales sont à peu près les seuls échelons aujourd'hui qui tiennent encore la route au niveau national et que l'État, malheureusement, est exigeant avec les communes, davantage qu'avec lui-même, hein, et que non seulement il est exigeant, mais il complique largement la tâche, alors que normalement, il y avait un principe de liberté d'action des collectivités territoriales. Donc, c'est fort de ce constat que M. David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, a proposé à toutes les communes le vote d'une motion de soutien pour cette liberté locale. Alors, la liberté locale est la condition d'une démocratie vivante et d'une action publique efficace. Or, la liberté locale et les moyens dont disposent les collectivités pour mettre en œuvre leur politique à destination des habitants sont mis à mal par l'État, un État toujours plus centralisateur qui ne se réforme pas. Ce centralisme qui éloigne la décision et l'action publique des citoyens est pourtant l'une des causes des problèmes du pays, y compris des finances publiques. À l'occasion du 107e Congrès des maires, l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalités a lancé un appel à la liberté locale, à partir de principes qui en garantissent l'effectivité, ainsi que de propositions concrètes. La commune de Publier partage ces propositions pour redonner immédiatement du pouvoir d'agir aux communes et intercommunalités par la libre administration des collectivités, qui est normalement le principe de base. Elle implique donc de renoncer à toute tutelle de l'État ou d'une autre collectivité. Par la subsidiarité qui confie par principe à l'échelon le plus proche des citoyens le pouvoir de décision. Par l'autonomie financière et fiscale, donc la compensation intégrale des compétences transférées et la redéfinition des ressources propres qui doivent être prépondérantes dans les ressources des collectivités. Pour les communes, la subsidiarité implique la protection de la clause de compétence générale. Le respect de la subsidiarité exclut également toute différenciation des compétences entre les collectivités d'une même catégorie. La commune de Publier s'oppose à toute mesure qui contreviendrait à ces principes fondamentaux. Par ailleurs, pour retrouver du pouvoir d'agir immédiatement, la commune de Publier soutient les propositions de l'AMF sur le pouvoir réglementaire local pour adapter les textes aux réalités locales et alléger le poids des normes nationales. Programme énorme. La loi littorale appliquée à Amphion comme à Brest, ça suffit. C'est une application imbécile de la loi. Et on mérite mieux dans ce pays que d'appliquer bêtement la loi. Ensuite, c'est le pouvoir réglementaire local pour adapter, donc je l'ai dit, aux réalités locales. C'est un moratoire sur toute nouvelle contrainte qui réduirait les moyens d'action des communes. C'est une réduction des normes et un allègement des procédures inutilement complexes et coûteuses, notamment en termes d'urbanisme et de commande publique, afin de débloquer les projets. Faire un projet devrait être plus simple, plus rapide, moins onéreux en 2025 qu'il y a 20 ans. Et pourtant, c'est l'inverse qui se produit. Enfin, le pouvoir d'agir implique des moyens. L'État doit tenir sa parole. Dans le projet de budget présenté pour 2026, cela impose la suppression du DILICO. Je vous rappelle qu'on s'est fait tondre, racketter de 230 000 euros, James, au titre du DILICO en 2025. C'est insupportable. Donc la suppression du DILICO qui ne devait être instaurée que pour 1 an, mais qui serait finalement reconduit aggravé. L'État est formidable. C'est le seul cas au monde, le monde nous l'envie, où c'est le prêteur qui va payer les intérêts de l'emprunteur. C'est génial. Je ne sais pas qui a trouvé ça à Bercy, mais il mérite une distinction. C'est la suppression des modifications du fonds de compensation à la TVA, qui doit demeurer un remboursement. C'est la suppression de la réduction de la compensation des impôts économiques supprimés, qui avait pourtant été annoncée comme garantie à l'euro près. C'est la suppression des coupes budgétaires envisagées dans la mission Outre-mer. C'est la suppression du gel de la dotation globale de fonctionnement et des baisses de crédits dédiés aux collectivités. C'est la suppression de l'augmentation des cotisations CNRACL. Ne me demandez pas ce que c'est, mais c'est collectivité locale, c'est collectivité locale, qui n'est pas le seul moyen de rétablir son équilibre financier.
Les communes et intercommunalités ont démontré leur solidité au cours de ce mandat face à toutes les crises. Notre nation a besoin d'un État fort sur ses missions essentielles et de communes libres. À l'heure où le pays traverse une nouvelle crise politique et budgétaire, il est urgent de régénérer l'action publique et la démocratie par la liberté locale et la confiance. C'est d'actualité puisque vous voyez avec le vote du budget sur le prélèvement de quelques milliards sur les dotations des collectivités locales. Donc, une fois de plus, les collectivités locales doivent casquer pour ceux qui n'ont pas été capables de gérer l'État. Donc c'est une qualification pénale d'être incapable de gérer l'État, et ces gens devraient rendre des comptes. Malheureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et donc, c'est aux petits, aux élus locaux, de porter le poids. Donc, c'est absolument intolérable, et pour moi, je n'ai aucun doute qu'il faut évidemment approuver cette délibération, et que toutes les communes de France la fassent remonter. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions? Oui. Claude? C'est évident que je pense que toutes les communes ont intérêt à voter cette motion. Mais bon, c'est un vœu pieux parce que bon, je pense que l'État n'a malheureusement pas les moyens de toute façon de suivre. Et de toute façon, je ne sais pas qui pourra en tenir compte. Donc, votons, mais... Malheureusement, j'ai bien peur que ce vote ne serve pas à grand-chose. De toute façon, il faut le voter. Voilà. Après, effectivement, on se sera exprimé. L'histoire jugera. Bien sûr qu'il faut s'indigner. Et il faut que tout le monde s'indigne. Il faut que ça remonte. Il ne faut pas laisser passer ça. On est aujourd'hui dans un système de voyoucratie. Voilà. Bien sûr. Oui. Voilà. Alors je dirais comme tout bon militaire, après une telle déclaration, fermez le banc. Et je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité absolue. Merci. Je vous remercie. Et nous en avons terminé avec cet avant-dernier conseil municipal. Nous nous retrouverons le 25 février pour le débat d'orientation budgétaire 2026. Merci. Oui, Jean-Marc. Oui, j'ai juste une petite question à propos du PLUI. Est-ce que le PLU actuel en a tenu compte ou pas? Alors, on n'a pas de PLUI sur l'intercommunalité, mais en tout cas, ce qu'on a fait, nous, est en cohérence parfaite avec nos voisins, puisqu'en plus, on avait le même cabinet conseil qui nous accompagnait. Donc, tout ça a été construit dans le plus de cohérence possible, justement dans la perspective d'un passage ultérieur à un PLUI. Donc, on est bien dans ce cadre-là. Et on a travaillé aussi sur par exemple, le plan local de l'habitat. Et ce qui est intéressant, ce plan local d'habitat, la CPVA a fait un travail qui est parti du bas pour monter vers le haut. Et nous, on a fait l'inverse à Publier. On est parti du haut pour aller vers le bas. Et on est parti du haut en disant 10 000 habitants en 2040, pas plus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en faisant deux démarches complètement inversées, on est arrivé aux mêmes conclusions. Alors, c'est intéressant et c'est rassurant. Voilà. Bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, puis vous dire encore tous mes voeux les plus chaleureux pour cette belle année 2026 qui s'annonce pleine de surprises et sans doute de difficultés. Voilà. Merci.